Pascal qui était enceinte de 6 mois, elle était vraiment super connue. Mais malheureusement, on n'avait pas, notre équipe n'était pas sensibilisée sur la drépanocytose, même si on a appris la drépanocytose durant notre cursus universitaire, mais on n'a jamais eu l'occasion de la pratiquer ou d'être sensibilisé sur le diagnostic de la drépanocytose, surtout chez les femmes enceintes. J'ai vécu le drame de son décès en réanimation. Ça m'a fait beaucoup très mal. Ça m'a poussé à m'intéresser à la drépanocytose et de pousser mes recherches surtout dans le domaine de la grossesse et la drépanocytose lorsque j'étais à l'hôpital d'un enfant. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer mon aventure dans la drépanocytose, je l'appelle l'aventure. Mais il y a 2 ans, une année, j'ai reçu mes amis de santé ici, à l'hôpital de Rosso, qui s'intéressent à la drépanocytose. Ça m'a fait un grand plaisir de m'associer avec eux, de sensibiliser tout le personnel de mon hôpital pour qu'ils puissent réellement participer à la prise en charge de la drépanocytose dans notre pays. Parce que c'est vraiment un véritable problème de santé publique. Et jusqu'à présent, en 2022, il y a toujours un problème de sensibilisation et de coopération des patients et des médecins, des professionnels de la santé. Donc, on m'a demandé de travailler sur la coopération entre professionnels de santé dans le domaine de la drépanocytose. J'avoue que je n'y connais absolument rien du tout, mais j'ai essayé de concocter un petit travail. Je ferai une petite introduction sur la drépanocytose, mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que le Dr Ndiaye, machallah, il a tout brossé. Je vais apporter un cas clinique réel, c'est l'enfant d'un ami qui a été chez lequel on a découvert une drépanocytose en avril 2022. Et après, je ferai un petit aperçu sur la coopération entre les professionnels de santé. Voilà, s'il vous plaît. Donc voilà notre introduction, c'est juste un petit rappel sur la drépanocytose. Je pense qu'il ne faut pas que ça casse que ça, s'il te plaît. On peut avancer. Hein? Donc, comme vous le savez, la drépanocytose, comme on le sait, c'est une maladie héréditaire. C'est pour cette raison héréditaire et autosomique. C'est-à-dire qu'on peut y avoir des parents qui sont sains et qui transmettent la maladie à leurs enfants, pas à tous les enfants, mais à 25% ou à 50% de leurs enfants qui peuvent être atteints de la maladie. Donc, cette transmission, comme je dis, à la mode autosomique, un enfant est malade si chacun de ses deux parents, en général porteur sain de la maladie, le plus souvent AS. Lui, rarement, lui-même drépanocytaire. Lui a transmis son gène de l'hémoglobine S. Les populations touchées sont en général des populations d'origine africaine, les enfants américains, les originaires du Maghreb, de l'Amérique latine, les originaires d'Inde. Il y a plus de 300 000 enfants atteints de cette maladie qui naissent tous les ans dans le monde. On compte environ 1 cas pour 4 000 naissances, ce qui fait environ 350 drépanocytaires homozygotes dépistés en France. Donc 20% ne font aucune complication de la maladie. Jusqu'à l'âge adulte, et 50% des enfants n'ont jamais mal, 5 à 10% seront considérés comme des formes graves et auront besoin d'un suivi hospitalier rigoureux. Seuls les CGSS, c'est-à-dire qui portent les gènes S, l'hémoglobine S, sont malades. Les CGAS sont bien importants, mais lorsque les 2 parents sont S, les risques pour d'avoir un enfant gravement malade et de 1 sur 4 à chaque naissance, et donc important de se faire dépister. Donc, c'est juste une introduction que je voulais faire sur la drépanocytose. On va passer au cas clinique. On passera au cas clinique. C'est un enfant âgé de 6 ans, chez lequel on a découvert une drépanocytose. Cet enfant, il est de sexe masculin. Il n'a pratiquement pas d'antécédent pathologique particulier connu. Il réside en Nouakchott et il consulte à plusieurs reprises chez des médecins généralistes pour des douleurs au niveau des pieds, ou des douleurs, parfois il fait douleurs au niveau des pieds, parfois il fait des trous au
revient souvent dans un contexte public. Le traitement souvent est circonstancié à la base d'antibiotiques et d'antalgiques, et on les donne souvent à titre externe. Donc, devant la récidive de ces pneumonies, des douleurs des pieds, de toutes les variantes, toujours dans un contexte public, les parents de l'enfant se sont adressés aux urgences du centre hospitalier de l'enfant. Un bilan biologique standard a été réalisé, faisant découvrir une anémie et une leucocytose. Mais à la fin, on lui a donné juste un traitement aussi à titre externe. Il a été traité à titre externe, il a été libéré. Les parents de l'enfant ont consulté chez le professeur Yacoub, chirurgien pédiatre, juste parce que c'est leur ami. Ils sont partis le voir en privé. C'est alors que le chirurgien les a adressés par courrier chez le professeur Benina, pédiatre, au Centre national d'oncologie. C'est là-bas où le patient a bénéficié d'un bilan plus ou moins approfondi, où réellement son état et sa biologie orientent vers une drépanocytose. Donc un bilan a été demandé, ils ont découvert que l'enfant était SS et immédiatement les parents ont été diagnostiqués aussi AS, les deux parents. Ils ne sont pas parents, ils ne sont pas de la même région. Donc il n'y a aucun lien de parenté entre les deux parents. Les autres enfants, tous ils sont, je pense, 3 fratries, ils sont porteurs AS, sauf l'enfant qui est malade et porteur SS. Devant l'inquiétude de la famille aussi, comme d'habitude chez tous les Mauritaniens, ils sont partis au Sénégal et ils ont eu le même résultat. Nous, les résultats diagnostiques, donc le but de l'enfant revient chez son pédiatre, il continue à le suivre, il est bien portant actuellement. L'utilité de cette présentation, de ce dossier, c'est que pour illustrer les désordres qui existent dans la prise en charge de la drépanocytose. Le premier désordre, c'est le manque de sensibilisation et des médecins et de la population générale. Je pense que ce n'est pas seulement l'existence d'ONG qui va aider à prendre en charge la drépanocytose, mais il faut que tout le monde soit associé, que ce soit le personnel de santé, que ce soit au niveau de la télévision, au niveau de la radio, et des médias, des télé, donc, et au niveau des écoles, les médecins scolaires, les écoles, les jardins d'enfants. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation très très large, parce qu'il est inacceptable qu'en 2022, qu'on a aussi ces associations qui travaillent pratiquement depuis 2012, 10 ans de travail, on a encore des médecins qui font un bilan qui trouve une anémie, et ils ne passent même pas à la drépanocytose dans un contexte, parce que dans notre contexte, systématiquement, devant toute anémie chez un enfant, on demande au moins de 3 fois d'hémoglobine. Parce que là, je me rappelle bien, dans ma pratique de médecin anesthésiste au niveau du centre hospitalier de l'enfant, on a toujours eu ce réflexe de faire le bilan d'hémoglobine, de l'hémoglobine chez tout enfant qui présente une anémie qui ne s'explique pas. Voilà, donc ça nous a beaucoup aidé à détecter plusieurs drépanocytaires. Pratiquement, c'est devenu une chose systématique, mais ce qui m'étonne, c'est que cet enfant est passé à l'hôpital de l'enfant et il n'y a pas eu de dépistage de la maladie drépanocytaire. Ça veut dire qu'il y a toujours un manque de sensibilisation au niveau du personnel médical, et c'est lesquels il faut s'atteler très sérieusement. Donc j'ai juste... pourquoi ça ne s'affiche pas? Voilà. Ça c'est le profil épidémiologique, plutôt profil homozygote, le profil d'hémoglobine chez l'enfant de 6 ans, l'homozygote SS. C'est bilan, je pense qu'il a été fait au Sénégal. Voilà, ça c'est juste son NFS. Vous voyez, donc déjà il a une anémie avec pratiquement tout est normal, sauf qu'il a une. Un PGM normal. Voilà. Ça aussi, c'est le profil électropolitique en faveur de grossesse homozygote ici, qui a été découvert au Sénégal. Ça, c'est le premier, c'était ici en Mauritanie, le second, c'était au Sénégal, c'est juste pour confirmer. C'est toujours ça, NFS, c'est déjà à 9 à 7 grammes. Il a bénéficié d'une transfusion. Voilà. Ça, c'est le profil de l'un de ses frères.
c'est toujours AS, hétérozygote. Donc on va passer à... J'ai essayé de faire un petit rappel sur le protocole de coopération entre les professionnels de santé. Là, on pourrait transposer sur le cas de la drépanocytose en Mauritanie. Parce qu'on sait que l'enjeu de la démarche... Donc l'enjeu de la démarche de coopération entre professionnels de santé est d'optimiser le parcours des soins. Optimiser le parcours des soins, apporter ainsi une réponse aux attentes des patients comme des professionnels. Donc il s'agit de permettre aux professionnels de se centrer sur les activités où leur plus-value est la plus grande et de faciliter les évolutions du métier de la santé. Donc il consiste à mettre en place, à titre dérogatoire et à l'initiative des professionnels sur le terrain, de nouvelles formes d'exercice. Il s'agit de favoriser les transferts d'activités et actes de soins qui répondent à des besoins de santé, pour mieux les adapter aux pratiques professionnelles, tout en garantissant bien sûr un haut niveau de sécurité de qualité. C'est juste des rappels que nous appelons de la coopération entre professionnels. La coopération entre professionnels de santé contribue à élargir l'offre de soins, à réduire les délais d'accès à la prise en charge et donc à améliorer le parcours du patient et de santé du patient. Pour rendre effective cette pratique innovante, le ministère de la Santé demande au ministère de la Santé, il doit publier les protocoles, ou même des protocoles qui peuvent être proposés par des praticiens hospitaliers au niveau des directions centrales qui gèrent les protocoles médicaux et chirurgicaux au niveau du ministère de la Santé. Donc ces protocoles de coopération doivent être élaborés pour encourager les équipes de professionnels de santé à s'emparer et à les mettre en œuvre sur le terrain. Donc, ici, la coopération entre professionnels, c'est-à-dire les délégations d'exercice peuvent être à plusieurs niveaux. Elles soit réaliser des actes ou activités à visée préventive, comme la drépanocytose, donc selon des actions de prévention. C'est à travers les sensibilisations, à travers le recrutement des gens, parce qu'il y a des journées que vous organisez. Mais il faut que souvent les ministères de la Santé, les médias, les associations doivent associer leurs efforts pour réussir cette action. Ou bien la réalisation d'actes ou activités à visée diagnostique aussi. Tout ça, ça pourrait faire la même journée et réaliser d'actes ou d'activités à visée thérapeutique. Donc ça, c'est des objectifs de l'application d'exercice qui peuvent être à plusieurs natures. Donc la mise en œuvre des textes réglementaires des professions permet d'apprécier le caractère dérogatif des activités et des actes de soins transférés d'une profession à une autre. Le protocole de coopération concrétise d'abord la démarche de coopération entre professionnels de santé et permet de comprendre qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Donc, le protocole de coopération est très important qu'il soit respecté, surtout quand les ministères mettent en place des protocoles qui sont réglementés, c'est-à-dire qu'il faut légiférer presque tous les actes que nous effectuons dans nos structures hospitalières. Jusqu'à présent, c'est peut-être une chose qui n'a pas été faite, on le fait de manière tacite, je dirais. Donc là, quelles sont les professions concernées? Franchement, tout le monde est concerné, tous les personnels de santé, et même les personnels qui n'est pas de santé, qui est concerné par les enfants, doit être concerné. Le domaine de la santé, on a des professionnels médicaux, des médecins, sages-femmes, ça c'est juste des exemples. Les professionnels de la pharmacie, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, les gestionnaires médicaux, aides-soignants, ambulanciers, prothésistes, techniciens de laboratoire, ainsi de suite. La liste n'est pas fermée, n'est pas exhaustive. Les associations, c'est quoi aussi? C'est toutes les combinaisons entre déléguants et délégués sont envisageables. Là, je tiens à rappeler ici, je me suis rappelé que le ministère de la Santé a élaboré tout récemment des protocoles de référence et de contre-référence. Ces protocoles de référence et de contre-référence pourront bien servir. C'est des protocoles qui sont élaborés en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Ces protocoles pourront bien servir de base pour ce genre de coopération et permettra aux médecins, au niveau de la base,
aux infirmiers au niveau de la base, de pouvoir bien communiquer jusqu'au médecin référent au niveau des centres spécialisés de la drépanocytose. Donc, les combinaisons, comme je l'ai dit, sont la coopération professionnelle de santé est possible, quel que soit le mode d'exercice, qu'il soit libéral, salarié ou mixte. Le cadre d'exercice, que ce soit dans un centre hospitalier, dans un établissement de santé, réseau de santé, centre ou cabinet médical. Donc, la coopération entre les professionnels de santé, enfin, ce n'est pas une dégradation de la qualité et de la sécurité des soins. C'est plutôt le contraire. Et ce n'est pas aussi un moyen de pallier les carences ponctuelles du personnel soignant. Et ce n'est pas aussi un moyen de légitimer un dysfonctionnement du système de soins. Donc c'est une démarche, c'est pas aussi une démarche entamée sous la contrainte. C'est plutôt par volontariat que les gens agissent. Et sans ici des autres organisations, c'est à saluer l'exemple le plus frappant. Donc l'adhésion d'un professionnel de santé à un protocole doit rester une démarche volontaire. Finalement, les actes ou activités transférées ne doivent pas être dissociés de la prise en charge globale du patient. Donc, on a essayé d'élaborer quelques recommandations qui ont tous été brossées par mes prédécesseurs. Et j'ai essayé juste de rappeler quelques-unes. Je pense que pour réussir réellement la prise en charge de la drépanocytose, il faut un réseau national pour la drépanocytose. Les réseaux englober les ONG, englober la faculté, les écoles de santé, les médias, les écoles, donc les parents des malades. Donc c'est un réseau qui est extrêmement, qui peut être élargi. Et croyez-moi bien, c'est la seule solution qui permettra de bien prendre en charge la drépanocytose et même les maladies rares et sévissent dans notre pays. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau qui peut être constitué de plusieurs, soit des professionnels de santé, soit des professionnels, disons, de l'enfance, comme les assistants sociaux, les psychologues et les enseignants. Donc, c'est des réseaux aussi pour favoriser la prise en charge de proximité, c'est-à-dire faciliter aux enfants d'être pris en charge de manière proximale, accompagner les enfants et les adolescents drépanocytaires de la naissance à 18 ans, les parents de la famille en collaboration avec les professionnels de santé et les professionnels de l'enfance. Informer et faire éduquer, l'éducation thérapeutique. Donc aussi, il a pour rôle de faciliter l'accès aux soins et assurer la formation et la coordination des professionnels. Je pense que j'ai un peu apporté une petite précision à ce sujet. Voilà, donc je vous remercie.